Pour le moment, quand on dit économie, il faut entendre économie productive. L'économie productive, c'est celle qui a pour vocation de satisfaire les besoins primaires du plus grand nombre, se nourrir, se loger, se vêtir. Nous abordons une évolution de notre histoire de l'humanité qui va nous amener à diversifier cette économie en considérant séparément l'économie productive et l'économie contributive. L'économie contributive, c'est celle qui a pour vocation de développer le bien commun. Alors, on va voir pourquoi et les propositions que je fais à ce sujet. Pour le moment, notre priorité, c'est de s'occuper de la détresse de la planète. Et effectivement, il y a matière. Mais, comme nous allons le voir, en priorité supérieure, nous devons nous préoccuper de l'effondrement de la classe moyenne. Et d'ailleurs, en nous préoccupant de cet effondrement de la classe moyenne, nous allons apporter des réponses rapides et efficaces concernant la détresse de la planète. Pour le moment, il y a un consensus qui est en train de s'établir et qui dit que nous voulons rationaliser notre manière de produire et de consommer. Nous voulons produire moins mais mieux et consommer moins mais mieux. Alors, on sait le faire avec l'économie circulaire et en utilisant les robots et les données. Sauf que, au fur et à mesure qu'on développe la robotisation et la rationalisation grâce aux données, nous détruisons les tâches qui sont dévolues à la classe moyenne. Or, on sait dans l'histoire de l'humanité que lorsque la classe moyenne est déstabilisée, est en train de s'effondrer, eh bien, la civilisation s'effondre. Une civilisation qui s'effondre, c'est une période de chaos qui peut durer entre un siècle et 5 siècles, voire un millénaire. Donc, nous n'avons pas du tout intérêt à négliger cette question. Et effectivement, nous voyons bien que le processus est en route parce que les individus n'ont plus de métier, ils n'ont plus de carrière, ils saisissent des jobs et entre ces jobs, ils sont écartés de l'emploi. Et toute la difficulté est de gérer ces gens qui sont écartés de l'emploi, surtout en Europe, parce que dans cette circonstance, ils se sentent à l'écart de la société, ils réagissent mal. Certains s'effondrent et ils coûtent très cher sur le plan sanitaire, et d'autres se révoltent et ils mettent en jeu la sécurité de la collectivité. Or, si nous allons vers une société de plus en plus rationnelle et de plus en plus numérisée, c'est-à-dire une société qui va nécessiter de la part des citoyens de plus en plus d'intelligence, de créativité, de réactivité, eh bien, il devient important d'enraciner les savoirs, puisque les individus se déplacent, donc s'ils emportent le savoir avec eux, on a perdu le savoir qu'on avait sur notre territoire. Donc, il y a toute une problématique complètement nouvelle et très forte qui s'exprime, qui est l'enracinement des savoirs. Et puis, évidemment, la créativité, la réactivité que permet le numérique, mais elle suppose, pour être compétitif, de créer de faire émerger des talents, voire même d'en attirer. Eh bien, qu'il s'agisse de savoir ou de talent, l'enjeu est de faire en sorte que nous développions sur notre territoire un bien commun de très haute qualité, parce que c'est dans un bien commun de très haute qualité qu'on arrive à atteindre ce genre d'objectif. Alors, ça tombe plutôt bien parce que les générations montantes, elles ont toujours eu un yaourt au fond de leur frigo, plus ou moins, et donc elles estiment que si on s'en donne la peine, eh bien, grosso modo, la satisfaction des besoins primaires est une chose acquise. Par contre, ce qui les intéresse,
c'est de faire carrière dans le long terme et en particulier de s'intéresser précisément au développement du bien commun. Autrement dit, le consumérisme ne les fascine plus du tout. Elles recherchent des plaisirs plus durables, en particulier la gratitude que vous renvoie la communauté lorsque vous faites des œuvres qui sont bonnes pour la communauté. Donc, on se retrouve bien cette fois-ci avec la nécessité de développer au-delà de l'économie productive, c'est-à-dire pas à la place, mais en plus, une économie contributive. Alors, l'économie productive, c'est tout ce qui est agroalimentaire, artisanat, industrie et immatériel. Et l'économie contributive, c'est tout ce qui concerne la famille, le savoir, la connaissance, l'innovation, la démocratie, la spiritualité, et les résolutions de conflits, qu'ils soient sanitaires, juridiques et environnementaux. Alors pour le moment, comment on s'en sort? Tout ce qui concerne l'économie productive, c'est la finance qui est à la manœuvre. Tout ce qui concerne les résolutions de conflits, ce sont les impôts. Les impôts, ce n'est pas extensible à l'infini, mais on peut presque y arriver. Et puis pour tout le reste, on a recours aux subventions et aux dons. Et pour ce qui est de la partie opérationnelle, on s'adosse au bénévolat et au volontariat. Or, le bénévolat et le volontariat sont des structures fragiles parce qu'un bénévole déçu, tout de suite, il se dit, pour ce que je suis payé, je rentre chez moi. Alors, pourquoi on ne s'attelle pas à ce problème qui a l'air quand même, en tous les cas, qui n'est pas très compliqué à énoncer? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas les instruments. Et effectivement, on n'a pas les instruments parce que l'économie productive et l'économie contributive ont des comportements économiques radicalement différents. Dans l'économie productive, la création de valeur se déprécie à l'usage et avec le temps. Et dans l'économie contributive, la création de valeur se bonifie à l'usage et avec le temps. Donc, on voit bien que ça ne se pilote pas de la même façon. Et cerise sur le gâteau, autant dans l'économie productive, de fil en aiguille, on a réussi à mettre une métrique partout. Chaque création de valeur a une durée, un poids, une longueur, quelque chose comme ça. L'économie contributive, non seulement on ne sait pas mettre de métrique, mais toute tentative de créer une métrique sur les valeurs créées dans l'économie contributive est vouée à l'échec. Donc, on n'essaye même pas. Alors, néanmoins, on avance. Voilà comment on se débrouille pour le moment. Donc, si on veut obtenir 100 de PIB, du moins dans l'économie occidentale, on injecte 106 de liquidité dans cette économie. Et le dividende s'appelle le dividende monétaire. Voilà. Et ces liquidités sont créées par la Banque centrale et elles sont mises à disposition des banques de détail qui, elles, vont avoir pour vocation d'injecter ces liquidités dans l'économie réelle. Or, en période de mutation, nous sommes en période de mutation, pour injecter ces liquidités, les banques de détail ont besoin de projets d'investissement attractifs. Elles estiment que l'économie est trop incertaine, elles ne distribuent pas, et donc les liquidités restent dans le système financier. Donc, on n'obtient pas le résultat. Alors, ce mécanisme avait été dénoncé par quelques économistes, donc Keynes, dans les années 70, et il avait dit, c'est pas très compliqué, puisque les banques de détail n'arrivent pas à acheminer les liquidités correctement dans l'économie réelle, eh bien, on va faire ce que l'on appelle de la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire qu'on va distribuer aux familles directement la liquidité qu'on veut voir injectée dans le réseau, et comme ça, le problème sera résolu. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. L'idée était humoristique, mais envisageable. Et tout d'un coup, elle devient envisageable parce que la monnaie devient numérique. Numérique veut dire intelligente. Et on est capable aujourd'hui, en s'appuyant un petit peu sur toute l'expérience acquise dans le secteur des bitcoins,
d'ouvrir un petit portefeuille pour chaque citoyen et y verser de la monnaie. Et ensuite, cette monnaie, il peut aller l'utiliser où bon lui semble. On peut même fixer quelques règles. Sauf que la monnaie numérique, elle est comme le reste de l'Internet, elle ne connaît pas les frontières. Et donc, elle va se retrouver assez rapidement en prise avec la guerre des monnaies. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais surtout, ce dispositif ne résout en rien le problème que nous avons, qui est de réorienter les activités, le temps alloué, enfin, l'énergie humaine allouée aux activités productives vers les activités contributives. Donc, on peut s'y prendre autrement. Mais pour le moment, voilà ce que font les États, la France en particulier. Elle émet des chèques, chèques culture, chèques énergie, chèques alimentaire, chèques vacances. On ne peut pas dire que ça marche d'une façon tout à fait percutante. Donc, on voit bien qu'il va falloir passer à autre chose. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut s'inspirer de deux exemples qui fonctionnent très, très bien en Europe. Je pense en particulier au VIR, qui est la seconde monnaie suisse, ou l'Ushko, qui est la seconde monnaie basque, sachant que ces deux monnaies ne sont pas directement liées. Actuellement, si vous voulez une pêche, qui est la monnaie de Montreuil, la monnaie complémentaire de Montreuil, il faut mettre de côté 1 euro pour une pêche. Là, les deux monnaies n'ont pas d'attachement. Et on peut distribuer un revenu de base, mais cette fois-ci de façon tout à fait, on pourrait presque qualifier de chirurgicale, qui va tenir compte de la situation de chaque individu, son parcours de vie, ses engagements connus dans l'économie contributive, etc., etc. Et comme on l'a vu tout à l'heure, tant dans l'économie productive, comme il y a des métriques, on arrive à récompenser certaines formes de contribution qui sont jugées plus indispensables que d'autres. Dans l'économie contributive, on met tout le monde sur le pied d'égalité, sauf que la monnaie que l'on distribue est une monnaie fondante. Et donc, à la fin du mois, la monnaie qui n'a pas été utilisée, elle disparaît du portefeuille. Mais chaque citoyen est invité, avant que la monnaie ne disparaisse, à la distribuer à des gens dont ils estiment qu'il faut leur témoigner de la gratitude, parce qu'ils sont méritants, parce qu'ils se sont bien engagés, parce qu'ils ont pris des risques et ces risques se sont révélés pertinents, etc., etc. Eh bien, c'est avec cette logique-là que par le passé, nos aînés ont construit les cathédrales et eux-mêmes, ils s'étaient inspirés de ce qu'avaient fait les Égyptiens pour fabriquer les pyramides. Donc aujourd'hui, si on décide d'y aller, avec le Bitcoin, on a acquis quand même une grande maîtrise des monnaies numériques, de la maniabilité des monnaies numériques, et on peut aller beaucoup plus loin parce qu'actuellement, la logique de tous les bitcoins, c'est d'utiliser l'intelligence du système pour assurer à ceux qui l'utilisent que les bitcoins n'ont pas été fabriqués par un geek à l'autre bout de la planète. Là, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut fixer tout un ensemble de règles sur les utilisations. Cette monnaie, elle peut s'utiliser sur tel type de produit, dans tel contexte, par tel type de personnes, etc., etc. D'autre part, les réseaux des terminaux bancaires aujourd'hui sont très robustes et assez puissants. Et par ailleurs, les instruments de caisse enregistreuse, établissement des factures, etc., etc., sont suffisamment sophistiqués pour pouvoir monter d'un cran dans le niveau de sophistication. Et donc, on peut imaginer qu'assez rapidement, on peut avoir deux individus qui se présentent à une caisse avec exactement le même caddie, mais au moment du paiement, ils vont avoir la possibilité de payer pour une part en monnaie contributive, pour une part en monnaie productive,
avec des obligations, certains produits que en monnaie productive, d'autres que en monnaie contributive. Et puis, pour le reste, je fais un partage. Et donc, tout le système de distribution, en fait, pourrait être rapidement adapté pour que ça se passe le mieux possible. Alors, faire tout ça, c'est, on l'a vu, tout à fait important, mais également pour un autre aspect qui est le syndrome de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, dans les années 70, avait été voir des étudiants dans une université américaine qui l'interrogeaient sur comment vous trouvez le système occidental. Donc, Solzhenitsyn avait dit, bon, c'est pas mal, hein, mais vous êtes en train de vous fabriquer un goulag administratif, parce que toujours plus de justice, de redistributivité, je ne sais pas quoi, vous mettez des textes, des règles et des contraintes, vous allez vous perdre dans tout ça et le système va se figer. Voilà. Et effectivement, nous avons une fiscalité qui est d'une complexité gigantesque et un système de redistribution de la richesse à travers les aides et les subventions qui est lui-même plus que complexe. Donc, avec ces monnaies intelligentes, on est capable très rapidement d'apporter également une réponse à ce problème social. Alors, pour aller plus loin, il y a 2 livres, celui de Pierre Georgeny, La révolution contributive, le mien, Économie productive, économie contributive, dont le titre initial était De la richesse à la prospérité. Et voilà, je vous souhaite un bon dialogue avec Luc Jacob.